Royal, leur professeur de français, Monsieur Hubert Weber, qui a eu la gentillesse de venir témoigner de sa fonction de résistant déporté au camp de Neuengamme. Et il va nous raconter son histoire, dont le but c'est d'écrire une biographie. Je vous laisse la parole, Monsieur Weber. Eh bien, rebonjour à tout le monde. Donc, je vais attaquer d'emblée par le commencement. Donc, je suis lorrain. Ça veut dire que je suis né en Lorraine, en 1924, le 2 mars exactement. Et donc, à la déclaration de la guerre en 1939, j'avais 15 ans. Et j'étais à ce moment-là, comme vous, dans une école professionnelle. Une école professionnelle où nous étions, en quelque sorte, apprentis. Apprentis, quoique c'était uniquement des cours comme vous pouvez en avoir maintenant, pas avec le même matériel, mais apprentis parce que nous étions payés. Oui, c'est pourquoi nous étions donc des apprentis. Et au bout de 2 ans, on passait un brevet qui était le brevet des forges aciéries de Lorraine, parallèlement aux écoles nationales professionnelles, qui faisaient eux 3 ans. Nous, on allait un petit peu plus vite parce qu'on était un petit peu poussés. Et le premier emploi qui était proposé, c'était d'être professionnel. 1 an après, on pouvait être chef d'équipe, puis 4 ans, au bout de 4 ans, être contremaître dans l'usine, parce que automatiquement, vous voyez, ces grandes usines, il faut dire ce que c'était des grandes usines sidérurgiques qu'il y avait dans l'Est, en particulier de Wendel. Et l'usine où l'école était s'appelait l'UCPMI, c'est-à-dire l'Union des consommateurs de produits métallurgiques et industriels. Mais enfin, c'était très intéressant parce que, par promotion, il y avait toujours 3 ou 4 élèves qui étaient, parmi les premiers, évidemment, il fallait être bien classés, qui pouvaient prolonger leurs études. Et à ce moment-là, ils étaient envoyés à Paris, aux arts et métiers, et ils touchaient un salaire, comme les ouvriers, même plus que les ouvriers. Pour vous donner une idée, un professionnel, un tourneur ou un fraiseur à ce moment-là gagnait 600 francs par mois. Et les élèves qui avaient gagné en quelque sorte cette promotion avaient 800 francs par mois. Mais il fallait qu'ils se débrouillent, qu'ils se logent, qu'ils payent leurs cours, enfin rien d'autre ne leur était payé. Avouez que pour des enfants dont les parents étaient de simples ouvriers, qui n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants en études aussi longtemps, c'était quand même une aubaine. Mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, m'a donc précédé, et lui a eu droit à cette promotion. Seulement, il y avait un autre choix. Il faut reconnaître que puisqu'on était payé en tant qu'apprenti, on devait à l'usine d'y rester, tout en étant largement payé en tant que professionnel. On devait y rester, selon quand on quittait comme ouvrier, il fallait y être au moins 5 ans. Contremaître, tout ça, était prolongé. Et un ingénieur devait en quelque sorte rester à l'usine 15 ans. 15 ans, mais n'empêche qu'il était bien payé. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il était obligé d'y être 15 ans, c'est-à-dire qu'il partait avant, il fallait qu'il rachète en quelque sorte, pas au prix où on l'avait payé, mais enfin il y avait un rachat. Il n'y a qu'une condition qui justifiait qu'on ne paye pas le rachat, c'est la condition que l'on s'engage, dans l'armée française évidemment. Donc mon frère était engagé, était allé dans l'aviation d'ailleurs, et il était bien. Au moment de la déclaration de la guerre, il était à l'école d'Arcachon. À côté d'Arcachon, je suis en train de chercher le nom de la ville. C'est Arcachon, je pense. Non, il y a un autre nom. Enfin, le nom me reviendra. Donc, il était à l'école là-bas, et lui, il n'a pas eu de problème, puisque à l'invasion allemande, oui, il y avait des avions, donc... ils ont essayé d'ailleurs de partir en Afrique, mais leur avion n'était pas très récent, pas très en bon état. Ils sont restés dans les Pyrénées. Donc, enfin, les Allemands ne les ont pas pris de là, il a pu après aller plus loin. Par contre, moi, évidemment, étant à l'école, à la déclaration de la guerre, les ouvriers, en principe, en grande partie, ont été mobilisés. Et on nous a pris d'office
pour aller travailler dans les machines de l'usine. C'était quand même une usine où il y avait un atelier important d'entretien, donc des machines-outils, des fraiseuses, des tours, tout ce que vous voulez comme machine que vous pouvez voir maintenant, mais pas comme les vôtres. C'est-à-dire que tout était manuel. Aucune avance n'était automatique. Et tout se faisait à la main. Donc il fallait du monde. Et mon Dieu, bien, les élèves de deuxième année, enfin moi j'étais arrivé en troisième année, automatiquement étaient reversés sur des machines. Alors, pour vous donner une idée de l'entrée de cette usine, dans cette école, il y avait un concours. Et quand j'ai passé le concours, déjà il fallait avoir 14 ans. Et c'était au moment où la loi a obligé les enfants d'aller à l'école jusqu'à 14 ans. Donc j'ai passé à l'école primaire une année à rien faire. À rien faire, pas tout à fait, puisqu'en même temps, l'État avait instauré l'aviation populaire, donc ce qui m'a permis d'avoir un contact plus précis avec l'aviation et de faire du modèle réduit, du planeur. Donc on a fait du planeur avec lesquels on volait d'ailleurs. Et bon, l'aviation, évidemment, pour moi me tentait parce qu'il y avait donc un oncle qui était aussi dans l'aviation et qui m'a emmené dans un avion de chasse en toile, carcasse en tube d'aluminium et entoilé, un avion de chasse qui faisait jusqu'à du 200 à l'heure. À un point où un jour, quand je prenais des cours de pilotage, on a rencontré un vol de cigognes. Les cigognes avec un avion derrière eux, se sont mis à ramer. L'avion il tenait à peine le coup derrière les cigognes. C'est un peu la différence qu'il y avait à cette époque. Donc, le concours d'entrée à l'école, il y avait environ 4000 élèves qui passaient le concours, pour 200 admis. Alors, il y a peut-être des injustices qui se font toujours, mais enfin, moi j'ai bénéficié d'une chose, c'est que mon père était chef de service dans cette usine, et les enfants des ouvriers avaient environ les 50 points d'avance, voyez-vous, gratuits, d'avance. Et ceux qui avaient des pères contremaîtres avaient 100 points. Mon père était lui chef de service, donc moi j'avais 150 points d'avance. Évidemment, ça paraît un petit peu injuste par rapport aux enfants où les parents n'étaient pas dans l'usine. Enfin bon, c'était l'usine, disons, qui paternisait en quelque sorte, c'était assez convivial. Et bon, donc voilà un petit peu la situation de l'école que j'avais à ce moment-là, donc en 1939 la guerre a éclaté. Nous voilà dans les ateliers sur les grosses machines, parce que c'était des très grosses machines. Alors on usinait, si vous donnez une idée, on usinait par exemple des culots de hauts fourneaux qui faisaient environ 3 mètres de diamètre. Voyez-vous, c'était de la grosse manutention. Et dans l'atelier où j'étais, il y avait un pont au-dessus, je vous en reparlerai parce que ce pont avait une importance. Dans le sens où nous étions élèves, nous étions automatiquement versés dans... je suis en train de chercher ce que je vous dis tout à l'heure. Nous étions automatiquement dans le... je ne me souviens plus, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je vous écoute. Ça va me revenir. Bon, malheureusement, j'ai un ordinateur qui est très long. La défense passive. Je vous assure qu'il marche très bien. Voilà, donc la défense passive consistait à avoir des cours déjà au départ d'infirmier, parce que moi j'étais finalement infirmier. Et on était équipés, pas seulement, même de chez moi, je partais à l'école avec un casque qui avait été fabriqué par l'usine, qui ressemblait beaucoup au casque anglais. Il y a une espèce de casserole avec un bourre plat, et puis un masque à gaz, parce qu'on craignait beaucoup les attaques par les gaz, en souvenir de la guerre de 14-18. Donc on allait à l'école avec un masque à gaz qui était en bandoulière dans une gamelle ronde, comme ça, puis, je faisais 40 cm de haut, 10 cm de diamètre, le masque était là-dedans, donc on ne s'en séparait pas. Et de temps en temps, on allait faire des exercices
avec notre masque à gaz, c'est-à-dire qu'on était dans une grande salle où on lâchait des gaz d'ammoniac d'ailleurs. Et ma foi, on faisait des exercices de ramassage de corps en quelque sorte. Vous savez, on allait chercher quelqu'un qui était plus ou moins censé être blessé ou mort. Donc il y avait des élèves qui se couchaient par terre, il fallait les porter. Et bon, c'était un exercice courant, mais enfin que tout le monde ne supportait pas parce qu'avec un masque à gaz, on ne respire pas beaucoup. Donc voilà un peu, si vous voulez, la situation au moment de la déclaration de la guerre. Je vous ai dit que j'avais un frère qui avait 3 ans de plus que moi, évidemment, j'avais mes parents. Nous habitions une maison, un petit pavillon à la campagne, et mon Dieu, qu'est-ce qu'on était heureux. Bon voilà, avec la déclaration de la guerre, jusqu'en mai, ou jusqu'au 10 mai 40, nous étions dans une zone, parce que j'étais à 15 km de Metz, dans un petit patelin qui s'appelle toujours d'ailleurs Marange-Silvange. Et donc, il y a l'école était dans une grande cité ouvrière qui s'appelait... je vais encore chercher le nom, qui s'appelait Agandange. Et Agandange était très connu en tant qu'usine métallurgique. Donc, depuis, tout est arrêté, parce que la Lorraine a été mutilée en quelque sorte de ses usines et de ses hauts fourneaux. Donc, de ce petit village-là, eh bien, nous étions enfin, dans la zone de repos des armées. Et dès le démarrage de la guerre, nous avions des soldats tout autour de la maison, parce que mes parents étaient en campagne, et dans une petite vallée, parce que la Lorraine est faite comme ça, il y a le plateau lorrain, et puis vers la vallée de la Moselle, ce sont des petites vallées qui descendent, des petites vallées très vertes et merveilleuses. Donc l'armée venait au repos dans ces villages, parce qu'on n'était pas les seuls. Donc on faisait connaissance avec l'armée, et puis rapidement, eh bien, d'ailleurs, ils couchaient dans des tentes, mais rapidement, ils ont demandé s'ils pouvaient coucher dans le grenier que mes parents avaient dans un petit bâtiment à côté. Il faisait plus chaud, surtout quand l'hiver est arrivé. Et puis, de petit à petit, ma foi, ils ont demandé s'ils voulaient bien, si on pouvait les aider pour faire un petit repas. D'abord, ça a été les soldats, des deuxième classe, des premières classes, puis après, les caporaux, les sous-officiers, et puis après les officiers. Et puis en quelque temps, au bout d'un mois, eh bien, mes parents qui avaient une réserve de pommes de terre, on tuait un cochon de temps en temps, donc il y avait des réserves aussi de cochonailles. Donc, en 2 temps, 3 mouvements, tout ça a disparu. Puis un jour, on leur dit, écoutez, les enfants, mes parents leur ont expliqué qu'on n'avait plus rien. Ah non, il fallait le dire. Donc après, nous avons fini, nourris par l'armée. Les choses ont changé, parce qu'évidemment, on n'avait plus rien. Le jour qu'on a dit ça, ils ont installé une cuisine dans la maison de mes parents, et puis tous les jours, il y avait une vingtaine de soldats, des fois des soldats, des sous-officiers, après des officiers, qui faisaient un petit repas, et tout ça paraissait merveilleux. C'est ce qui s'appelait la drôle de guerre. Et je me souviens qu'une fois, il nous a dit, ce gars-là, tout est bien qui est venu, tout ça qui était petit, joyeux, très rigolo, eh bien, il a été tué. Ah, c'est le premier tué de la guerre que j'ai entendu. Bon, ils nous ont expliqué qu'il y avait les Allemands d'un côté, puis de temps en temps, ils se faisaient du petit signe. Et puis un jour, oui, il y en a un, lui, il a fait un petit signe, mais l'Allemand en face va tirer dessus. Bon. Donc, voyez, c'était les premiers drames, à part ça, il y a eu quand même d'autres drames, parce qu'on était quand même bombardés. À proximité du village, il y avait 4 canons anti-aériens. Ce qui faisait que quand on avait quand même la visite, de temps en temps, d'un avion qui venait, genre observateur, et j'ai mieux vous dire qu'il n'était pas là longtemps, parce que les 4 canons, disons en 5 minutes au maximum, ils descendaient l'avion. On était quand même pas mal équipés. Vous savez, la France a manqué de quantité, mais pas de qualité dans son armement.
Hein. Il y a autre chose qui nous est arrivé. À l'usine, on a été bombardé un moment, enfin canonné, disons, par un canon qui tirait de l'Allemagne. Il y avait une portée de 100 km. C'est pas rien, par des obus de 380. Vous voyez, 380, vous voyez ce que c'est, hein, 38 cm de diamètre, qui ont plus d'1 mètre de haut. Ces obus éclataient à 50 mètres du sol. Et des éclats énormes. Un éclat, bon, j'ai vu plusieurs fois des éclats qui tombaient sur un bâtiment, le bâtiment s'écroulait, vous savez, c'était des... Donc, il y avait ce bombardement, mais ce bombardement, en quelque sorte, était pas très meurtrier, parce que on entendait, pas nous, dans les bois de l'usine, mon femme, certaines personnes qui écoutaient, entendaient le départ du canon. Et l'obus pour arriver mettait quasiment une demi-minute avant que ça éclate au-dessus. Donc, moi, j'allais me mettre sous un établi. Bon, tout le monde te planquait dans un petit coin. Et le premier canon qui a tiré un obus. Ça a surpris. 20 minutes après, il en a tiré un deuxième. Mais ça a été le dernier. Parce qu'au troisième, on avait à ce moment-là un avion qui était le Poté 63, un bimoteur, qu'on appelait un bombardier léger. Et vous voyez qu'on n'était quand même pas si faible que ça, et pas si bête que ça, parce que un canon qui tirait un coup était repéré, et au deuxième coup, il n'avait pas le temps de le tirer, il était bombardé. Parce que ces canons étaient cachés dans des souterrains, et il y avait une voie de chemin de fer qui sortait. Ils étaient installés sur de très lourds wagons sur les rails, et ils se servaient de leur avance pour amortir le départ de l'obus. Vous voyez que c'était quand même des drôles d'installations, seulement, voilà, ça, c'était pas discret. Alors, quand un canon avait tiré, il y avait quand même la fumée qui le signalait, et puis cette sortie de tunnel avec cette voie ferrée qui en sortait, était quelque chose de très visible d'un avion. Donc, dès qu'un obus était parti d'un endroit, la fumée était repérée, et un Poté 63 arrivait tourner autour, et quand la porte du tunnel s'ouvrait, il piquait dessus, et puis il envoyait une bombe, donc le canon n'avait plus le temps de tirer. Donc ça a duré à peu près un mois, puis après ils l'ont abandonné. Pour une bonne raison, c'est que le 10 mai était arrivé, et mon Dieu, le 10 mai, vous savez, ça a été l'attaque générale. Là, c'est pas un avion qui venait tourner au-dessus de l'usine ou des villages en observateur. On a vu le ciel, disons, noirci d'avions. Ça passait, ça n'arrêtait pas. Alors là, fort de ce qui s'était passé en 14, mon père a tout de suite compris que ça n'irait pas loin et a décidé de partir. D'ailleurs, pour une bonne raison, c'est que l'usine même était pratiquement arrêtée. Les hauts fourneaux se sont arrêtés et vous voyez, c'était donc la panique, si on peut dire, c'était la panique sur les routes parce qu'on a appelé la débâcle. Pour vous reparler de mes parents, donc mon père, en 14, avait 19 ans. Et comme il habitait sur la frontière, enfin, du côté français, parce que en 14, l'Alsace-Lorraine était allemande depuis 71, depuis 1871. Donc, beaucoup d'habitants, beaucoup de Lorrains n'ont pas voulu rester en Allemagne et sont revenus habiter pas trop loin parce qu'ils avaient encore des champs de l'autre côté. Alors, pour aller travailler encore, pour travailler leur terre, parce que c'était des paysans, et ils sont venus habiter à quelques kilomètres de la frontière, enfin côté français. Ce qui fait que, je parle là de mes grands-parents, c'est bien que mon père, qui est né côté français, mes grands-parents ont été quand même le déclarer en Allemagne comme étant nés dans le village où ils avaient des terres. Parce que vous voyez que déjà, dès l'armistice de Signé en 71, eh bien, les Français qui étaient revenus du côté français pensaient quand même que ça ne durerait pas longtemps. Que la Lorraine reviendrait bien vite à la France. Et ça a quand même duré 50 ans. Donc voilà un peu, si vous voulez, la situation
en Lorraine, on avait, à ce moment-là, donc la débâcle sur les routes, je crois que vous en avez entendu parler, ça n'a pas été drôle. De notre côté, nous sommes partis avec mon père, qui tirait en remorque un petit chariot alsacien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les petits chariots à quatre roues avec un timon devant, qui avait une petite barre qui ressemblait à une croix devant. Mais enfin, on avait ce petit chariot, mon père l'a accroché derrière son vélo. Et puis moi, j'ai pris une corde accrochée à son vélo. Et pour tirer avec un vélo, il faut rester constamment en danseuse. Et quand nous sommes partis, nous avons fait... oui, parce que mon père sur son vélo, moi qui le tirais devant avec une corde, la charrette derrière, avec... bon, on l'avait... pris surtout du linge, quelques bricoles, et ma mère assise dans la charrette. Vous voyez un peu l'équipement. Enfin, c'était vraiment la débâcle. Vous avez vu des images de la débâcle. On en voit souvent dans les documentaires d'ailleurs. Oui, vous voyez les drôles de chargement. Ben voilà, nous sommes partis comme ça, et nous avons fait 90 km comme ça, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à Nancy, où à Nancy, on nous a dit, voilà, il y a des trains qui vont vous emmener à l'intérieur de la France. On est monté dans un wagon à Vestiaux. Enfin, il y avait de la paille, on n'était pas d'État. Dedans, c'était des civils, bon, on avait de la place, on pouvait s'asseoir, se coucher. Le train est parti, s'est arrêté, bon, ça avançait tant bien que mal. Et puis, on avait quand même des nouvelles, parce que dans notre petit matériel, nous avions emmené quand même un petit poste de radio. Il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là, mais enfin, nous avions un petit poste de radio. Et on essayait de l'écouter, bon, tant bien que mal. C'était un poste quand même avec des accus. Des accus, bah, ils n'étaient pas comme maintenant. De temps en temps, il fallait les recharger, évidemment. On avait aussi un chargeur. Et je me souviens qu'on avait ces accus, il y avait 4 ou 5 blocs qu'on trimballait dans un petit sac. Et puis, par la suite, on demandait si on pouvait se brancher chez des gens qui voulaient bien nous recevoir, évidemment. Donc on a continué comme ça, à écouter les nouvelles, et bon, on s'est bien rendu compte bientôt que les Allemands allaient plus vite que nous. Donc nous nous sommes arrêtés, bon, avant de s'arrêter, nous avons été bloqués dans la nature, le train était bloqué, et là nous avons été bombardés. Bon, le bombardement, vous savez, les trains étaient arrêtés, les avions prenaient le convoi en longueur. Évidemment, nous ne sommes pas restés là, tout le monde s'est sauvé, tel qu'on était. Bon, il faisait beau, on était en bras de chemise. Mais quand le bombardement était terminé, tout était en feu, il n'y avait plus rien. Donc nous nous sommes retrouvés en bras de chemise. Mais il y a une chose que l'on a toujours conservée, c'était nos vélos. C'était le moyen de locomotion. Alors, bien que nous soyons partis en courant pour quitter le train, on a pris nos vélos avec. Par contre, on n'a pas pris les papiers, les habits, et tout ça, il n'y avait plus rien. Bon, nous voilà donc dans les champs, disons, au milieu de ces gravats. Alors, évidemment, mon père ne voulait pas retourner en Lorraine, donc on a essayé de prendre la route, direction de Verdun, la route qui était sillonnée par les convois allemands. Bon, tant bien que mal, on a trouvé une petite charrette à 2 roues, à ce moment-là, à 2 roues de vélo pour accrocher derrière le vélo de mon père. On est parti avec quelques bagages qu'on a trouvés, pas les nôtres, parce qu'on a trouvé une comptine d'officiers. Bon, on l'a vidé pour mettre des bricoles quand même qu'on a retrouvées, et puis de la nourriture. Je me souviens qu'on a ramassé des paquets de macaroni. On a eu un peu ce qu'on pouvait, parce que, vous savez, c'était de la débâcle. On avait encore de la nourriture à ce moment-là, mais il fallait bien se mettre dans l'idée que ça ne durerait pas. Donc, bon, nous voilà repartis sur la route, et mon père parlait très bien l'allemand. Il écrivait l'allemand parce que quand il a été démobilisé en 1922, il avait un choix, et bien qu'il sache déjà parler relativement bien l'allemand, plus ou moins l'alsacien, mais bon, il n'avait pas
il ne savait pas tellement écrire, si vous voulez, puis pas de grammaire allemande, donc il a été faire un stage en Allemagne pour apprendre d'une part un travail nouveau pour lui, qui était la conduite d'une coquerie, pour rentrer dans l'usine d'ailleurs où il était. Donc il a appris là à lire, à écrire l'allemand convenablement. Donc cela nous a servi par la suite, sérieusement, puisque le long de la route, notre charrette, avant d'arriver à Verdun, notre charrette, une roue est cassée en deux. Donc nous, au bord de la route, alors, un camion allemand est arrivé. Ah, il était gentil à ce moment-là, tiens donc. Ils nous ont demandé où on allait, on leur a dit, ah ben on habite Paris. C'était pas vrai, on ne voulait pas retourner en Lorraine, parce qu'on se doutait bien de ce qui allait arriver. Donc, le camion nous a pris, et puis bon, il nous a lâché, il nous a laissé d'ailleurs du côté de Reims, par là, dans une école, on était regroupés là. Là encore, mon père a trouvé le moyen de nous embarquer dans un camion. Et les chauffeurs, les soldats avaient l'ordre de ramener en quelque sorte les évacuer, ceux qui étaient sur la route. Donc, surtout quand on parlait avec eux de leur langue, ça allait pas mal. Donc, on est monté dans un camion et il y avait du monde. Vous savez, les camions militaires, les gens étaient debout, dedans. Et puis alors là, ils ne voulaient pas nos vélos. Nous, on ne voulait pas lâcher nos vélos. Alors on a pris nos vélos, mais appuyés avec une pédale à l'extérieur du camion, puis à mesure qu'on avançait, les gens arrivaient chez eux. Et bon, on a trouvé de la place. Mais voilà, nous arrivions par l'est de Paris, et nous voulions aller chez une tante qui habitait Clamart, de l'autre côté. Bon, ce sont des anecdotes, si vous voulez, mais pour vous rendre compte de comment était la vie à ce moment-là. Mon père a promis au chauffeur que s'il nous emmenait à Clamart, il allait lui payer un bon repas. Alors évidemment, nous sommes arrivés du côté de la porte de Versailles, par là. On lui a payé un repas, mais un bon repas surtout bien arrosé. Parce que, il fallait quand même... il y avait encore un petit kilomètre à faire, mais tout en séparé. Et il voulait qu'on le remette sur le chemin pour retourner vers l'Est, lui. Mais il avait tellement bien mangé, surtout bien bu, mon père lui dit, ben voilà, tu es sur cette route-là, tu avais tout droit, et puis par là, tu vois, c'est Metz. Oui, mais par la porte de Versailles, c'était pas tout à fait Metz. Bon, évidemment, on l'a jamais revu. Donc, nous, là, en 1939, fin mai, juin, par là, vient à Clamart, chez une tante, et l'armistice est arrivé. Et puis a commencé la débrouille. Premièrement, il fallait refaire des papiers. Alors bon, ça a été les premiers faux papiers, en quelque sorte. Parce que ça s'appelait Weber, c'était pas sûr qu'on nous conserve à Clamart. Bon, ça n'a pas été difficile, c'était facile à ce moment-là. Je vais vous dire comment ça se passait. Il fallait que le tribunal vous donne des papiers, et il fallait des témoins qui nous connaissaient au moins depuis 10 ans. Et pas de la famille. Eh bien, nous avons été convoqués au tribunal, nous n'avions pas de témoins 5 minutes avant. Mon père a trouvé des braves gens le long de la Seine, il leur a promis et donné un bon pourboire, et ils ont juré qu'ils nous connaissaient depuis 10 ans qu'on habitait Clamart. C'était un petit, évidemment, on faisait un peu n'importe quoi, tout le monde était tellement désaxé, si vous voulez, par cette chute de la France. Vous savez, c'était pénible d'ailleurs. Je vous avoue que j'ai rarement vu mon père pleurer, mais là, je l'ai vu pleurer quand ce brave Pétain, oui, parce que a enfin arrêté la tuerie. Alors, le voir de soldats français à pied, en colonne qui remontait vers l'est, qui partait vers l'est, délabré. C'était pénible de voir une armée comme ça. On ne sait plus où on en est. On comprend qu'il y ait des gens qui, nous-mêmes à ce moment-là, disaient, bon, c'est fini, la France est ratatinée, qu'est-ce que c'est qu'on va devenir? Mais notre petit poste nous a fait entendre De Gaulle.
Alors, à ce moment-là, j'aime mieux vous dire que le moral est remonté. Et nous avions à ce moment-là, pas la déclaration, pas la déclaration de Gaulle, mais bon, il fallait quand même se nourrir. Donc, nous avions vu sur les journaux, enfin, mon père avait vu sur les journaux qu'il y a une entreprise de batterie, une entreprise qui battait, parce qu'on était quand même pas loin de... je cherche toujours mes mots, mais ça reviendra peut-être, pas loin de la Beauce, où il y avait beaucoup de blé, était un entrepreneur, c'est-à-dire un monsieur qui avait plusieurs machines à battre, mobiles, et qui demandait un gérant pour machine à battre. Nous sommes allés, mais quand nous sommes arrivés, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, sauf une qui avait l'air un peu délabrée. Et il lui a dit, voilà, il n'y a plus que celle-là, mais il faudrait la réparer. Bon, mon père s'est dit, on va bien la réparer. Donc, nous avons réparé les machines à battre qui se composaient d'une grosse machine à battre, je ne sais pas si on peut encore en voir, des fois dans des fêtes folkloriques dans les campagnes, où il y a des gens qui mettent les gerbes de blé dans la machine, et puis alors, cette machine à battre était entraînée par une machine à vapeur, d'ailleurs. Une machine à vapeur, nous avions aussi une botteleuse, parce que la paille qui sortait, il fallait la mettre en botte. Elle était faite en grosses bottes carrées. Et nous avions aussi un tracteur avec une petite réserve de gasoil pour tirer tout ça, pour changer de ferme en ferme. Enfin, on n'a pas changé beaucoup parce qu'il y avait de très grosses fermes et nous restions facilement 3 semaines pour battre le blé dans cette ferme-là. Enfin, ce qui nous a donné quand même, moi, le moyen de connaître un peu ce genre de travail. Vous savez que c'était pas... on était en campagne, on battait le blé. Moi, j'avais la charge de la locomotive, du moteur à vapeur. Je me levais à 4 heures du matin pour commencer à mettre du bois dedans. On avait un petit peu de charbon, des grosses briques de charbon. Bon, c'était un peu réparti. On allait d'ailleurs, c'est pas nous, le paysan allait les chercher à la mairie. Et il y avait donc une quantité de combustible, et puis un petit peu de fuel aussi. Donc, l'hiver 43, l'hiver du moins 40-41 s'est passé comme ça. Bon, le battage terminé parce que les Allemands avaient exigé que les paysans battent leur blé tout de suite. Normalement, dans ce temps-là, on n'avait pas des silos comme on voit maintenant des coopératives agricoles. Les paysans faisaient des meules de grains, c'était des gros tarons avec une espèce de chapeau de paille dessus. On s'était fait dans les champs 2 par 2, et on passait avec la machine au milieu. Bon, il y avait quand même 14 personnes pour alimenter ces machines. Et puis bon, donc l'hiver s'est passé comme ça, ce qui a permis de faire un petit stock de ravitaillement, parce qu'après le blé, nous avons battu les haricots. J'aime mieux vous dire que dans la famille, tout le monde avait son petit sac de haricots. C'était une chance, et puis après, les paysans nous donnaient aussi quand même un petit peu, des fois une volaille, des fois un petit peu un morceau de lard. Donc, c'était bien visé que d'aller en campagne. Mais enfin, l'hiver et le battage, tout ça s'est terminé, il fallait retrouver du travail. Et nous sommes rentrés à ce moment-là, tous les deux, parce que je suivais toujours mon père, dans une usine de béton. C'est-à-dire, oui, nous sommes rentrés là-dedans parce que toujours, par une annonce sur les journaux, on avait vu une offre d'emploi. On demandait des mécaniciens dans une imprimerie. Nous sommes allés dans l'imprimerie, évidemment, il y a des belles machines à imprimer, toutes neuves qui n'avaient jamais fonctionné d'ailleurs. On a mis tout ça en caisse, bien graissé, bien démonté, mais c'est que quand tout a été démonté, que les bâtiments étaient libres, on a vu arriver des machines pour faire du béton et des moules pour faire des bombes en béton. Ah, alors là, bon, c'était pas du tout la même chose. Et mon père qui avait gardé une liaison avec la direction de l'usine, est allé voir l'usine, voir cette direction, et puis à son grand étonnement,
on lui a dit qu'il continuait à être payé. Étonnant. Enfin, il faut reconnaître qu'il était comme chef de service. Alors, il dirigeait quand même une production importante dans l'usine. Et bon, parce qu'il a raconté que ce l'on faisait, et il est revenu avec des petits bidons d'essence. À ce moment-là, on avait des bidons d'essence qui étaient carrés, gros comme ça, qui contenaient 5 litres. Il est revenu avec 2 petits bidons comme ça, puis il m'a dit, ça, il faudrait qu'on les mette quelque part. Ah oui, je ne sais pas encore 3 fois. Il me dit, pas trop y toucher parce que ça doit exploser. Alors on a été les mettre, nous étions dans un petit appartement où il y avait un jardin, on a été les mettre dans le fond du jardin. Et puis, mon père qui parlait très bien l'allemand, je lui ai dit, écoute, tu saurais tracer un escalier en bois avec des poutres, un machin comme ça. Je dis oui. Hein. Bon, alors on va y aller. Et nous sommes donc allés dans le parc de Maintenon, où les Allemands stockaient des bombes. Il y avait des gros tas de caisses dans lesquelles il y avait deux bombes de 50 kilos, qui étaient de bêche là-dedans. Et bon, c'est là que mon père, on a pris nos bidons. Pendant qu'on faisait l'escalier, un escalier qui descendait de 80 marches, qui descendait dans un abri que les Allemands avaient creusé ou avaient fait creuser. Donc on a fait cet escalier. Pendant ce temps-là, bien, on a enterré les deux bombes d'une caisse.